Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui avec la deuxième séance du scénario Les larmes de jouvence pour Barbarians of Lemuria. Ce scénario est dû à Andrea Salvatore et il figure dans le livre de base du jeu, pages 180 à 187. Vous trouverez sur le blog aussi bien que sur la chaîne YouTube le compte rendu ainsi que l'enregistrement de la première séance. L'illustration en tête de cet article et de cette vidéo provient du livre de base, page 184, et elle est due forcément à Emmanuel Roudier. Je vous signale donc au cas où que j'ai mis en ligne l'enregistrement brut de cette deuxième séance, on dit actual play je suppose. Et au passage, j'ai utilisé en guise d'illustration sonore diverses musiques dont je n'ai comme de juste pas les droits qui demeurent à leurs propriétaires respectifs. Durant cette séance, j'ai surtout fait appel, outre des compilations de musique traditionnelle arabe ou orientale que j'ai trouvées en ligne, au morceau Bassalians et Decatonius Mode Sun sur l'album White 2, au morceau de Lost Mode Aldebaran of the Hades sur l'album The Place Where the Black Stars Hang et Babel sur l'album The World of Power, ainsi qu'aux bandes originales des jeux vidéo Darkest Dungeon et The Elder Scrolls V Skyrim, et du film de Mel Gibson Apocalypto, BO signé James Horner. Comme d'habitude, j'ai réservé l'Immortel, bande originale de Conan le Barbare de John Milius par Basil Poledouris, pour la préparation de la partie et son débrief. Il y avait 6 joueurs, à savoir Calef, originaire des Marais de Festrel, Batelier 1, Mendiant 0, Voleur 1, Ménestrel 2, Liu Junmi, un Gatai d'ascendance Shilou, Barbare 0, Mercenaire 1, Dresseur 1, Gladiateur 2, Mirkan, originaire de Tyrus, Gamin des rues 1, Chasseur 2, Forgeron 0, Soldat Archer 1, Narjeva, originaire d'Urseb, Esclave 0, Courtisane 1, Assassin 2, Prêtresse de Néméret 2, Népule Comrax, originaire de Zalut, Scribe 2, Alchimiste 3, Marchand 0, Médecin 1, et enfin Redart Finken de Parsoul, Docker 0, Matelot 1, Mercenaire 3, Marchand 0. Les héros, traversant le désert de Béchar vers le palais du roi sorcier Mendar, sont tombés sur les restes de la caravane de Dan Altamul et sur un prédateur de taille qui rôdait dans les dunes alentours, un scorpion araignée géant. Mirkan est aussitôt redescendu de sa dune discrètement pour prévenir ses camarades, dont les coursiers des sables sont très nerveux et sur le point de fuir sans attendre leur maître. Redart le mercenaire et Liu Junmi le dresseur parviennent cependant à maîtriser leur monture, ils ont déjà affronté ce genre de situation. De la sorte, ils s'empressent de rattraper les autres coursiers des sables afin que leurs camarades puissent les chevaucher. Aucun d'entre eux n'a l'intention de livrer combat contre la colossale créature. Mais si Mirkan s'est suffisamment bien débrouillé avec son animal, Népule et Narjeva, cette dernière étant blessée, sont plus loin en arrière, revenant de la tente de Dan Altamul, et Calef est à mi-chemin. En définitive, du fait des priorités de ses récents amis, c'est lui qui se trouve à la traîne et le scorpion araignée géant le menace directement. Redart parvient à rattraper le coursier des sables du ménestrel et fait en sorte de le ramener à son maître, Mirkan l'y aide. La tentative ambitieuse de Liu Junmi de faire diversion avec ses petits Yichi ayant totalement échoué, le scorpion araignée géant charge Calef et tente de lui asséner un coup de ses gigantesques pinces, mais cette attaque mal assurée car un peu trop prématurée ne blesse qu'à peine le ménestrel. Tandis que Népule met autant de distance que possible entre le prédateur et lui-même, et que Calef peine à courir dans le sable, par chance le scorpion araignée géant s'enlise brièvement dans la pente de la dune, Redart emmène le coursier des sables récalcitrant là où le ménestrel pourrait grimper dessus sans changer son orientation, et Narjeva rejoint Calef, l'entraînant à sa suite pour qu'il grimpe sur sa monture, Liu Junmi faisant de son mieux pour les aider. En travaillant ensemble, ils parviennent tous à fuir la menace du scorpion araignée géant. En outre, Liu Junmi a pensé à s'occuper des 2 autres coursiers des sables que leur avait confiés Mana Altamul pour porter leur équipement, leurs vivres, leurs roues, qui leur auraient autrement bien fait défaut en plein désert de Béchar. Ils reprennent la direction du palais du roi sorcier Mendar. Environ 3 jours plus tard, l'environnement commence à changer. Conformément à ce qui figure sur leur carte, le désert tend à devenir plus rocailleux, avec des canyons çà et là. Ils savent qu'ils sont maintenant tout près de leur destination. Régulièrement, l'odeur d'ammoniac assaille les aventuriers, même si les ombres jaunes ne les attaquent pas. Népule y réfléchit beaucoup durant cette dernière étape de leur voyage et révise complètement ses premières intuitions. Contrairement à ce que prétend la rumeur, ces créatures ne sont pas des morts vivants, pas plus que ce ne sont des sortes de golems ou de créatures artificielles de quelque sorte que ce soit. Les ombres jaunes sont des êtres vivants, des humains. Simplement, il leur est arrivé quelque chose, et ce quelque chose impliquait sans doute une préparation alchimique ou peut-être un rituel de sorcellerie impliquant de l'ammoniac. L'alchimiste Zaluti est porté à penser en termes scientifiques, de manière générale, mais il a de plus en plus la conviction que les ombres jaunes sont des hommes à qui on a ôté leur âme. Quoi qu'il en soit, cette odeur d'ammoniac peut s'avérer incapacitante,
Népule l'avait déjà suggéré, mais Liu Junmi profite de leur halte quotidienne pour confectionner des sortes de masques afin de s'en prémunir. Ils arrivent enfin au palais du roi sorcier Mendar. Le bâtiment, avec sa vaste esplanade carrée et un petit kiosque se trouvant à chacun des angles, s'étend dans un renfoncement rocheux accessible seulement par le sud. Le palais est magnifique, mais s'agit-il bien d'un palais ? Même en observant la bâtisse à distance, il apparaît clairement que cet ensemble, ouvert partout, très aéré, d'une dentelle de pierre riche en colonnes ouvragées, n'est pas à proprement parler habitable, c'est un monumental ornement. Sans doute les quartiers d'habitation à proprement parler se trouvent-ils dans le sous-sol. Un peu avant les marches donnant accès à l'esplanade, Mirkan, qui en manquait après tant de journées dans le désert, repère immédiatement un arbre, un seul, une sorte de palmier étonnamment vert, qui fournit un peu d'ombre à 3 gardes aux uniformes resplendissants, incluant des armures sans doute guère confortables sous ce soleil, qui y paraissent en dessous plus qu'ils ne veillent véritablement. Cela dit, l'un d'entre eux aperçoit bien les nouveaux venus et se lève en étirant ses membres pour remplir son office. Les aventuriers démontent et Népule s'approche des gardes, s'adressant à eux en bécharie. Ils auraient besoin de faire boire leur monture. Le garde debout lui demande s'ils savent seulement où il se trouve, et le zalutier avance que cela ressemble à un temple. Bon prince, le garde lui répond qu'il s'agit du palais du roi sorcier Mendar, même si ça fait longtemps qu'il n'est plus de ce monde. « Est-ce que vous êtes venu pour affaire avec l'alchimiste ?» Népule mystérieux avance que ça se pourrait, un petit jeu qui paraît agacer le garde. C'est simple, s'ils veulent voir l'alchimiste, celui-ci trouvera sans doute un moment pour les recevoir, tandis que les gardes s'occuperont des montures. Mais il y a une condition, qu'ils abandonnent leurs armes à leur surveillance. Le garde trace une ligne dans le sable, au-delà de cette ligne, pas d'armes. Ils seront intraitables sur ce point, c'est leur fonction après tout, et ils n'ont pas si souvent l'occasion de l'accomplir. Cette condition ne réjouit pas les aventuriers, méfiants de nature. Les gardes s'en moquent, ils n'ont pas encore franchi la ligne. D'ici là, ils peuvent papoter s'ils y tiennent. Pas grand monde ne vient par ici, seulement ceux qui osent affronter le désert de Béchar pour rencontrer l'alchimiste. Mais il y en a bien de temps en temps. Par ailleurs, en discutant avec ces hommes, il apparaît clairement qu'ils ne sont pas des autochtones. Un tel a l'accent de Satarla, tel autre les traits caractéristiques d'un valgardien. Tous par ailleurs ont quelque chose de profondément vulgaire, davantage des ruffians que l'élite de la garde. Ce qui incite Mirkan à sympathiser en leur offrant une bonne bouteille, ils la descendent volontiers et discutent librement. Mais si Kalev compte un certain nombre de chansons à boire dans son répertoire, que les gardes entonnent en braillant, il n'en demeure pas moins intraitable. Redart a la hache qui le démange, mais ses amis ayant privilégié la diplomatie, il s'y tient. Il dresse le camp près de l'arbre. Mieux vaut de toute façon qu'il se repose avant d'aller à la rencontre de l'alchimiste. Les gardes n'y voient aucune objection, et pas davantage le trio qui les relève quand tombe la nuit, des brutes du même acabit et d'origines aussi variées. Leur conversation n'est pas très productive. Seulement, quand les aventuriers avancent qu'ils ont eu maille à partir avec des ombres jaunes, les gardes répondent avec un grand sourire, édenté, qu'ils n'ont pas ce problème ici. Au matin, au moment de la relève, les aventuriers se décident à pénétrer dans le palais du roi sorcier Mendar, en laissant leurs armes, ou presque. En effet, plusieurs tentent, sans surprise, de dissimuler sur eux des dagues, celles en fait que leur a offert Mana Altamul. Narjeva, que sa profession d'assassin prédispose à ce genre de mauvais tour, y parvient sans problème, et si Redart, se sachant incapable de mentir, ne s'y risque pas, Népule, Liu Junmi et Mirkan y parviennent eux aussi, même si avec moins d'assurance. Ils bénéficient de la vigilance défaillante des gardes. L'un d'entre eux, cependant, demande à vérifier le contenu du luth de Kalev. L'instrument restera en arrière, avec la dague que le ménestrel avait cachée à l'intérieur. Le garde est trop content d'avoir pris Kalev sur le fait pour se rendre compte que ses camarades se sont montrés plus habiles. Ils ne sont pas assez bêtes pour avoir tenté le coup, hein. Ça serait vraiment dommage. Mais il fait surtout le malin devant le tas d'armes abandonnées par les visiteurs, relevant qu'il y a des objets de qualité qui doivent valoir du pognon. Quand Kalev a été interpellé, Redart s'est instinctivement rapproché du tas d'armes et les gardes l'ont remarqué. Mais tout le monde se calme et en définitive les aventuriers franchissent la ligne et montent les marches de l'esplanade. Ils trouveront bien l'alchimiste tout seul. Le grand kiosque au centre de l'esplanade est entièrement vide, mais un grand escalier au milieu descend sous terre. Des torches sont allumées à l'intérieur. Liu Junmi remarque que l'odeur d'ammoniac est assez prononcée. En bas de l'escalier, les héros arrivent dans une grande pièce dont les côtés à gauche et à droite arborent de lourdes tentures. En face de l'escalier, vers le nord, il y a une grande porte en bronze à double battant. La pièce est un peu poussiéreuse, sans donner l'impression d'être à l'abandon, et la décoration est luxueuse. Redart est vigilant, redoutant des pièges, Népule aussi, mais il ne trouve rien. Kalev soulève les tentures pour jeter un coup d'œil derrière. De part et d'autre, ce sont des pièces de passage, mais ornées de coussins et soieries du meilleur goût. Le ménestrel revient dans la grande pièce et finalement décide de pousser la porte de bronze,
que Redart cale ensuite pour qu'elle ne se referme pas derrière eux. Derrière se trouve une sorte de salle d'audience avec au fond un très impressionnant trône sur une estrade surélevée. Mais de chaque côté du trône, en dehors de l'estrade, il y a aussi 2 sièges plus sobres, sur lesquels sont assis des individus dont l'allure comme l'odeur révèlent qu'il s'agit d'ombres jaunes. Cependant, les créatures ne réagissent pas à l'arrivée des héros et restent immobiles, les yeux dans le vague. Népule remarque cependant qu'elle respire, ce qui paraît confirmer son analyse. Au fond de la pièce, à gauche, Nergeva distingue une sorte de porte dérobée qui aurait été invisible si elle avait été fermée, mais pour le coup, elle était bien ouverte. Népule a alors une très mauvaise idée. Il veut confier sa dague à quelqu'un qui saura mieux s'en servir, Redart par exemple, mais procède à l'échange en face des ombres jaunes, et les créatures se lèvent aussitôt et se précipitent sur lui. Or, justement, les aventuriers sont peu ou prou désarmés, disposant au mieux des 4 dagues qu'ils sont parvenus à dissimuler. Certains d'entre eux sont plus habiles au tir et lancent leurs dagues plutôt que de se battre en mêlée. Il s'agit alors de récupérer les armes plantées dans les carcasses des ombres jaunes. Par chance, Liu Junmi, le gladiateur, se montre toujours aussi doué pour immobiliser ses adversaires par des clés très efficaces, voire plus. Il brise la colonne vertébrale d'une des créatures par la seule force de son étreinte. Et Redart, même dépourvu de sa fameuse hache d'abordage de pare-soul, parvient à faire des dégâts notables, achevant la 2e créature en lui enfonçant sa dague dans la mâchoire en direction de la cervelle. Ils se débarrassent ainsi de leurs adversaires, mais Khalef a subi quelques morsures au passage. Pas un bruit. Ce combat ne semble pas avoir attiré l'attention des gardes. Népule suggère de dissimuler les corps des ombres jaunes derrière le trône. Après quoi, hésitant un moment à remonter pour aller chercher leurs armes, peut-être en envoyant Mirkan jeter un coup d'œil, ils commencent par fouiller le sous-sol où ils se trouvent. Khalef tout particulièrement les incite à fouiner. Le voleur ne serait pas contre mettre la main sur quelques babioles coûteuses. Il y a assurément des biens luxueux tout autour d'eux. Derrière la porte dérobée se trouve seulement un escalier en colimaçon qui descend à l'étage en dessous. Les héros décident de l'emprunter plus tard et continuent de fouiller cet étage. Cependant, quand ils poussent une porte au nord-ouest du niveau, c'est pour tomber sur le dortoir des gardes, où 3 hommes au repos s'éveillaient péniblement en raison des bruits du combat contre les ombres jaunes. Sans doute ne se pressaient-ils pas parce qu'ils pensaient que les créatures vaincraient sans souci les intrus. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, les héros sont quelque peu désarmés. Mais ils ont pris les gardes par surprise, sans armure et sans armes, eux non plus, elles sont accrochées au mur. Et un seul a les pieds sur le plancher, les 2 autres devant d'abord descendre de leur lit superposé. Finalement, la situation est à l'avantage des aventuriers. Redart et Nergeva n'hésitent pas et se précipitent dans la bataille. Le mercenaire, particulièrement brutal, exécute rapidement le premier garde. Mais Liu Junmi, qui voulait mettre le feu au lit superposé avec sa torche, commet une terrible maladresse et se brûle lui-même, ce qui n'est pas bien méchant en tant que tel. Seulement distrait par la douleur, le gladiateur fait une cible de choix pour les gardes et subit de lourds dégâts. Il en aurait à vrai dire subi plus encore s'il n'avait pas su placer quelques esquives au dernier moment. Ils se débarrassent tout de même des gardes et peuvent ainsi hériter de leurs 3 armures, 3 épées et 3 lances. Les personnages prennent le temps de se remettre, et Népule soigne Liu Junmi et Khalef. Ils achèvent ensuite d'explorer l'étage. Ils tombent tout d'abord sur une petite chambre assez modeste, dans laquelle se trouve toutefois un appareillage alchimique de grande qualité et antiquité, incluant des ingrédients rares très divers. Népule se sert sans vergogne dans les pierres précieuses surtout. Au mur d'impressionnantes bibliothèques croulent sous les vieux grimoires, pour l'essentiel en démonique. Ne reste autrement qu'une dernière chambre à cet étage, bien plus vaste et luxueuse que la précédente, si on y trouve également de ces imposantes bibliothèques surchargées d'ouvrages et de rouleaux antiques. À la différence de la précédente, en outre, cette chambre ne semble pas avoir été occupée depuis très longtemps, si elle est tenue dans un état correct. Il devine qu'il s'agissait de la chambre du roi sorcier Mendar, l'autre étant celle de l'alchimiste. L'absence du roi sorcier ne semble pas avoir autorisé son domestique à emprunter ces quartiers. Liu Junmi, qui a la main leste, se précipite sur des bagues gigantesques et se les passe aux doigts. Mauvaise idée que de manipuler sans précaution les bijoux des rois sorciers. Cependant, il n'en a pas conscience et certainement pas la moindre envie d'ôter ces bagues. Quoi qu'il en soit, avant de descendre à l'étage inférieur, les aventuriers récupéreraient bien leurs véritables armes. Ils sont entrés dans la matinée, il s'est passé peu de temps depuis en fin de compte. Ils s'interrogent sur l'heure de la relève, mais elle n'aura probablement lieu que bien plus tard. Redart en a plus qu'assez de prétendre faire dans la subtilité, ils n'ont qu'à remonter et tuer les gardes. Hop, c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Ils se laissent cependant convaincre qu'il serait préférable d'attirer les gardes dans le palais, tant qu'à faire à l'étage inférieur. Khalef est sans doute le plus à même de les baratiner. Il remonte et dit aux gardes qui paraissent sous leur palmier que leurs collègues à l'intérieur sont malades. Ils ont des éruptions cutanées, vomissent une bile jaunâtre d'une odeur répugnante. Le Festrelli avance qu'il pourrait s'agir de la fièvre des marais. « Mais on est dans le désert !» s'étonne un garde. Le ménestrel répond qu'il a peut-être contaminé les gardes sans le vouloir. « Quoi ?»
Par chance, les hommes de faction sont suffisamment stupides pour le croire et vouloir voir de leurs yeux ce qui se passe. L'un d'entre eux se montre cependant plus sceptique, mais Kalev parvient à titiller son ego en le traitant de lâche et il accompagne finalement ses collègues. Dès lors, les éliminés ne présentent aucune difficulté. Narjeva et Mirkan, les plus discrets, frappent les premiers, après quoi les plus brutaux Redart et Yujunmi achèvent le travail. Ils peuvent maintenant récupérer leurs armes. Mirkan se sentait vraiment nu sans son arc. Et Redart au cas où dispose les cadavres des gardes de sorte à ce qu'ils paraissent roupillés sous le palmier. Il est temps de rencontrer l'alchimiste. Les aventuriers empruntent la porte dérobée de la salle du trône et descendent l'escalier en colimaçon. En bas se trouve une immense pièce occupant une surface équivalente à l'ensemble de l'étage au-dessus. Il y a un vaste bassin ou une vaste baignoire au centre de cette salle. Les murs sont couverts de canalisations qui forment un réseau très complexe ayant ce bassin pour centre. Là encore, il se trouve un imposant outillage alchimique de part et d'autre. Un grand homme très fin, vêtu d'une robe à capuche qui dissimule son visage, se tient debout près du bassin et semble le fixer des yeux. Il ne réagit pas le moins du monde à l'intrusion des aventuriers. La scène pue la sorcellerie ou l'alchimie, mais tout le monde n'est pas en mesure de faire la différence, et Mirkan se sent très mal à l'aise. Narjeva, plus résolue, s'approche de la piscine. Elle est remplie d'un liquide translucide mais un brin jaunâtre. Des petites bulles éclatent régulièrement à la surface. Sous ce liquide, la prêtresse de Néméret voit un homme allongé, assez âgé, qui est visiblement toujours vivant, et ses traits donnent l'impression qu'il hurle de souffrance dans l'eau, sans cesse, sans se noyer pour autant. Mais Narjeva remarque aussi que cet homme a des yeux turquoises caractéristiques. Serait-ce Azar al-Tamul, le père de Mana Eden? Mana leur avait dit qu'il était contre cette idée de chercher les larmes de jouvence, et s'était absenté pour affaire. L'alchimiste prend alors la parole de sa voix traînante. « Vous êtes venu prendre livraison ?» Alors que les héros hésitent sur la réponse, il poursuit. Ils s'en sont pris à son personnel. Bah, ça n'est pas bien grave. Tout se remplace. Les larmes de jouvence ne sont pas encore tout à fait prêtes. Leur préparation demandera encore une dizaine d'heures de souffrance exquise pour notre invité dans la cuve. Il est impossible de distinguer le visage de l'alchimiste, mais tout le monde devine à ses paroles qu'il doit arborer un rictus sadique. Il s'agit bien d'Azar al-Tamul ? Bien sûr. Les larmes de jouvence ne peuvent être extraites que d'un membre de la famille de la personne à soigner. Népule avance alors que le vieil homme se serait sacrifié. L'alchimiste s'en moque. On lui a confié cet homme pour en extraire des larmes de jouvence. Un contrat a été conclu qu'il s'agit de respecter. Le reste n'a aucune importance. Voyez comme il souffre. N'est-ce pas merveilleux? Quelle pitié que vous ne puissiez entendre ces cris, ils sont délicieux, chargés de douleur, de peine, de haine, d'indignation d'avoir été ainsi trahi. Et c'est bien ce processus qui crée les ombres jaunes? Oui, un effet secondaire de peu d'importance, les déchets d'une expérience autrement essentielle. Il avait réussi à en dresser deux pourtant, mais il semblerait que ses invités en aient disposé. C'est regrettable. Mais oui, tout se remplace. Népule joue de la carte du confrère, proposant même ses services en tant qu'assistant, mais l'alchimiste ne semble pas le prendre vraiment au sérieux. D'ici quelques siècles, peut-être sera-t-il en mesure de comprendre le processus à l'œuvre. Oui, c'est grâce aux larmes de jouvence qu'il a vécu si longtemps. Cependant, les extrayant de personnes qui ne sont pas liées à lui par le sang, il a subi quelques effets secondaires sur lesquels il ne s'étendra pas. Et oui, bien sûr qu'il a vraiment connu le roi sorcier Mendar, il garde son palais dans l'attente de son retour, car il reviendra un jour. Les rois sorciers reviendront. On ne se débarrasse pas d'êtres d'une telle puissance en se contentant de manier une épée, même forgée par les dieux. C'est une évidence, non? Népule retourne discuter avec les autres. Azar al-Tamul se serait donc sacrifié? Mais pourquoi n'en a-t-il pas parlé à ses enfants, ce qui aurait pu épargner la vie de Den? Yujunmi et Narjeva ne se bercent pas d'aussi généreuses illusions. Il ne fait aucun doute qu'Azar a été amené ici contre son gré, autrement dit qu'il a été trahi par ses enfants, prêts à échanger sa vie contre celle du petit Adel. Ils ont menti en prétendant que leur père s'était absenté pour affaires. Mana leur a menti tout du long. La lettre inachevée de Den était pour ainsi dire un aveu de leur fourberie. Mais il est donc toujours vivant? Oui, sa souffrance en témoigne. L'alchimiste questionné avoue sans peine que le processus à ce stade est encore réversible. Mais pourquoi vouloir y mettre un terme? De toute façon, un contrat a été signé, qu'il s'agit bien de l'exécuter. Ce qui convient tout à fait à Redart du Junmi ou encore Kalev. Eux aussi se sont vus confier une mission, après tout, qui est de ramener à Badassar les larmes de jouvence. Le reste n'est pas de leur ressort. Mais Narjeva est d'un tout autre avis. En fait, en tant que prêtresse de Néméret, cette manière de jouer avec la mort la dégoûte, et même de sorte à la mettre en colère. Elle interroge ses compagnons. Le contrat qu'ils ont conclu est-il toujours valable? Leur commanditaire leur a menti d'emblée.
Peut-être Hazard se montrerait-il plus généreux, en fait. Les aventuriers hésitent donc quant à la marche à suivre, tandis qu'Hazard Altamul subit des souffrances inouïes sous le regard émerveillé autant que cruel de l'alchimiste. À suivre.